Très bien, bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir d'accueillir Manu aujourd'hui. Manu qui va nous parler de la méditation. Manu est enseignante à New York, à The École, et elle pratique la méditation avec son équipe, avec les enseignants et même avec les parents, je crois, Manu, ou du moins pendant les réunions ou avant les réunions. Et on va te laisser la parole. C'est à toi. Bonjour. Alors tout à l'heure on a dit bon après-midi. Moi ici je suis à New York donc c'est le matin. Donc je vais vous dire bonjour, bon matin. Bienvenue à cette petite méditation ensemble pour ouvrir toujours cette première journée de l'université d'été intitulée donc l'université d'été se met au vert. Alors comme Catherine l'a dit, pour me présenter rapidement, je suis moi enseignante à New York à l'école qui s'appelle The École. J'enseigne cette année en grande section de maternelle, donc je suis professeure des écoles. Et puis, parallèlement à ça, on va dire, c'est un peu une double vie. Je m'occupe d'un centre zen à New York, à Manhattan. Je suis moniale laïque, en quelque sorte, dans une tradition bouddhiste zen, la tradition Kwanum. Alors, je vous rassure de suite, ce dont je vais parler avec vous, c'est une application tout à fait laïque de la méditation. Ça sera incombe de faire autrement pour la mission laïque française. Juste pour vous situer, donc moi je pratique la méditation zen, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de formes de méditation. Toutes ces différences n'ont pas vraiment d'importance en fait, puisque le cœur est toujours le même en fait. Et pour vous situer un petit peu la méditation zen, vous avez sûrement déjà entendu parler de la méditation de pleine conscience, qui est la forme de méditation laïque la plus développée et la plus connue. Et ben en fait, c'est exactement la même chose que la méditation zen, qui est son ancêtre en fait. Voilà, puisque la méditation de pleine conscience, c'est en fait la méditation zen dépourvue de tous les aspects spirituels qui font que le zen n'est pas seulement une technique de méditation, mais est aussi une spiritualité. Donc voilà, ça c'était pour présenter un petit peu les choses. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, d'abord je m'étais posé la question si j'allais vous partager mon écran, vous montrer des choses un petit peu formelles, tout ça, et parce que j'ai quand même des choses à vous dire avant qu'on fasse notre méditation guidée ensemble. Et en fait, comme il s'agit en fait dans la méditation d'avoir un rapport direct avec le réel, avec l'environnement, j'ai pensé que c'était mieux de vous parler comme ça. Je pense que ça fait plus de sens. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'abord de vous parler un petit peu de ce qu'est la méditation, de clarifier ce que ce terme recouvre exactement, parce que bien que ce soit un sujet à la mode, ou peut-être précisément parce que c'est un sujet à la mode, il y a dans ce domaine beaucoup d'idées fausses et de malinterprétations. Et je vais vous expliquer en particulier en quoi la méditation s'inscrit parfaitement dans le champ de l'écologie qui va être au cœur de cette université d'été. Ensuite, on fera une petite méditation semi-guidée ensemble. Et puis enfin, pour terminer, je vous donnerai un petit avant-goût de ce que l'on peut faire avec des enfants en classe dans le domaine de la méditation. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation d'abord? En fait, ça n'a rien d'extraordinaire d'abord. C'est juste un état de conscience particulier qui vous est très certainement déjà arrivé sans que vous vous en rendiez compte, puisque c'est un état de conscience qui survient la plupart du temps de façon accidentelle. Et donc, méditer, ça veut dire simplement essayer de recréer volontairement cet état de conscience qui arrive, sinon habituellement, de façon involontaire ou par accident. Donc, cet état de conscience, quel est-il? C'est simplement un rapport au monde particulier, caractérisé par une sensation de présence plus intense, de présence au monde plus intense. Alors là, on va immédiatement balayer une idée fausse sur la méditation. Cette présence, ça ne veut pas dire du tout faire le vide dans sa tête et ne plus avoir de pensée du tout, comme on l'entend encore souvent. C'est absolument pas ça. La pensée, chez l'être humain, elle est compulsive. Tout le monde pense sans arrêt, même les méditants très, très expérimentés, même les grands maîtres zen, même le Dalai Lama, tout le monde pense sans arrêt, sans arrêt. Donc, méditer, ça ne consiste pas du tout à arrêter de penser. Ça consiste en fait plutôt à se positionner différemment vis-à-vis des pensées qui nous traversent
de façon à ce que leur impact nous atteigne moins. Et on appelle ça la présence parce que dans présence, il y a présent. Et les pensées, elles sont jamais dans le présent. Elles sont toujours tournées soit vers le passé, soit vers le futur. Peut-être excepté quand on est vraiment occupé à une tâche et qu'on est concentré sur une tâche. Mais quand on n'a rien à faire et qu'on se laisse penser, les pensées sont toujours tournées soit vers le passé, soit vers le futur. Et ce n'est du coup que quand on s'en libère un petit peu, soit parce qu'on est occupé à une tâche, ou soit parce qu'on est dans cet état de conscience particulier, que l'on est véritablement présent. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent l'expression d'être présent, d'être ici et maintenant quand on parle de méditation. De se libérer de ce rêve orchestré par les pensées et qui est tout sauf tourné vers le présent. Alors comment on s'en libère? Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans un petit moment. Mais d'abord, je veux vous expliquer pourquoi on est ici en plein dans le cœur du sujet de l'écologie et de l'éco-citoyenneté avec la méditation, ce qui n'est pas forcément évident. Je vous explique le lien. Donc, qu'est-ce qu'être un éco-citoyen aujourd'hui? J'ai cherché un petit peu comment définir ça au mieux, et il me semble que être un éco-citoyen, c'est avoir conscience que chacun de ses actes quotidiens a une incidence, en l'occurrence sur l'environnement, sur la planète. Et partant de cette constatation, c'est prendre l'engagement de limiter l'impact que son geste a sur l'environnement. On est d'accord? C'est à peu près ça. Et tout ça, ça nécessite un effort parce que se limiter, ce n'est pas dans la nature humaine. Notre nature nous pousserait plutôt toujours au plus, à la croissance. Et en ce sens, accepter de s'engager dans quelque chose de plutôt décroissant, pour dire les choses voilà, vraiment grossièrement, eh ben, ça nécessite un effort. Être éco-citoyen, ça nécessite un effort. Eh ben, en ce sens, la méditation, c'est un acte radicalement décroissant. Parce qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, méditer, ça consiste simplement à ne rien faire. À ne rien faire. Et en ce sens, la méditation, c'est quelque chose de révolutionnairement écologique, puisque c'est aller contre la nature même de l'humain qui nous pousse constamment au faire. Donc méditer, c'est en quelque sorte ramener notre impact sur l'environnement radicalement à zéro. C'est réduire pour un moment notre présence au monde à son expression la plus minimale, c'est-à-dire être. Simplement être, ne plus faire. Alors dit comme ça a l'air facile, mais en réalité, il y a un piège à éviter. Et c'est là la deuxième idée fausse qu'il est très important de clarifier, qui me tenait à cœur de clarifier avec vous. Donc méditer, c'est à la fois extrêmement facile et aussi incroyablement difficile. C'est facile parce que l'activité que ça requiert, c'est simplement la non-action. C'est ne rien faire, mais aussi ne rien attendre, ne rien rechercher. Mais c'est aussi incroyablement difficile parce que s'adonner à une activité sans objectif, ben, c'est à peu près inconcevable pour l'humain. Ça ne fait pas partie de notre logiciel. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on commence à s'intéresser à la méditation, c'est peut-être votre cas, on le fait toujours avec un objectif en tête. Et c'est normal. On va découvrir la méditation parce qu'on va apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions, à se sentir plus apaisé dans sa vie, à avoir davantage confiance en soi. Et ces motivations-là, elles sont tout à fait naturelles et même légitimes, surtout dans un monde où on cesse de nous rabâcher tous les bénéfices de la pratique de la méditation. Et ces bénéfices sont vrais. Il a bel et bien été prouvé scientifiquement que la méditation, ça fait un tas de choses, mais pour être non exhaustive, la méditation augmente la concentration et la mémoire, elle réduit le stress et l'anxiété, elle renforce l'immunité et la résistance à la douleur, elle abaisse le rythme cardiaque et la tension artérielle, elle réduit le risque de dépression et de maladie cardiaque. Tout ça, ça a été prouvé aujourd'hui scientifiquement à maintes reprises. Mais en fait, ce qui se produit quand on devient un méditant expérimenté, c'est qu'au bout d'un certain temps de pratique,
on atteint une sorte de point de bascule où on réalise en fait que tous ces bénéfices ne sont en réalité que des effets secondaires. Alors des effets secondaires certes bienvenus, hein, mais on réalise que la méditation nous apporte avant tout quelque chose de bien plus grand que tout ça. Quelque chose qui est difficile à mettre en mots. Je ne peux pas vous parler davantage, puisqu'on ne peut vraiment, véritablement le saisir qu'en l'expérimentant soi-même. Et lorsqu'on atteint cette phase, on va dire plus ou moins experte dans la vie d'un méditant, eh ben les objectifs qui nous avaient au départ attirés vers la méditation se sont alors relégués vraiment bien loin au second plan. Et c'est pourtant dans ce lâcher-prise, dans cet abandon de la quête, que les objectifs seront enfin atteints. C'est le paradoxe comique de la méditation. Et la raison pour laquelle je vous parle de ce paradoxe, ben c'est parce que donc si cette insouciance un petit peu du débutant qui apprend à méditer avec un but en tête est touchante, car elle fait partie de l'histoire intime de tout pratiquant, vraiment, eh ben, il est en revanche un petit peu plus problématique de propager publiquement l'idée d'un aspect utilitariste de la méditation. Parce que là, on est vraiment dans le dévoiement et on perd de vue l'essence authentique de ce qu'est vraiment la méditation. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit quelquefois quand on essaie d'introduire la méditation en classe. Souvent, en tant qu'enseignant, on s'essaie à ça parce qu'on a entendu que la méditation rendrait les élèves plus calmes, plus attentifs, plus concentrés sur les apprentissages. Et donc, dans un monde où l'attention des enfants se perd, hein, où l'exposition aux écrans les affecte réellement, ben, c'est évidemment très tentant de se pencher sur cet outil que peut être la méditation dans l'éducation, et ça avec vraiment la meilleure intention du monde. Hein. Mais le piège, c'est qu'en réalité, en faisant ça avec cette intention-là, pédagogique ou utilitariste, eh bien, en fait, alors qu'on croit être en train d'échapper aux maux de nos sociétés un petit peu productivistes modernes, eh bien, en fait, on est en plein dedans, puisqu'on se donne l'injonction de produire du calme. Il faut produire du calme, il faut produire de la sérénité. Et tout ça pour, au final, produire davantage de compétences au service de cette même société qui nous fait souffrir. Donc, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi on voudrait des élèves plus calmes, plus attentifs, plus concentrés sur les apprentissages. C'est évidemment pour que quelque part, ils deviennent un petit peu plus productifs aussi. Et c'est pas forcément mauvais, hein, mais là, on est un petit peu dans le dévoiement en fait, de ce qu'est réellement la méditation et de ce qu'on peut en faire quand on veut l'introduire en classe. Donc c'est pourquoi, moi, bon, vous l'aurez compris, je milite pour qu'on redonne à la méditation en classe son authenticité, je dirais véritablement écologique. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir faire quelque chose pédagogiquement, de cette introduction de la méditation en classe, eh ben, c'est plutôt accorder à nos élèves des espaces de non-faire. Voilà. Et c'est toute la nuance entre faire du rien, demandant à nos élèves de faire du rien, faire du rien, ben, ça reste empreint d'une espèce d'intention productiviste. Il faut vraiment s'appliquer à faire du rien. Donc c'est toute la nuance entre faire du rien et ne rien faire. C'est-à-dire vraiment le versant négatif de l'action. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans la méditation. C'est qu'il s'agit vraiment de ne rien faire. Donc, la méditation comme un objet éducatif dans le sens où on donne cette pratique en cadeau à cette génération suivante, oui. Mais la méditation comme une technique ou un outil de la pédagogie, non. OK ? Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour qu'on fasse une petite méditation guidée ensemble donc ? Ouais ? OK. Alors, je vous ai dit que méditer, c'était se positionner différemment vis-à-vis des pensées. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire là, en fait. Il y a toujours un petit peu des paradoxes hein, quand on est dans la méditation, parce que là, je vous dis, c'est ce qu'on va essayer de faire, alors que je viens de vous dire que la méditation, c'était essayer de ne pas faire. Bon, voilà, on se débrouille avec le langage comme on peut. Hein. Donc, vous allez simplement vous asseoir, voilà, essayer simplement d'avoir le corps à peu près droit, c'est-à-dire pas avachi, comme ça, de pouvoir, voilà,
d'avoir quelque chose un petit peu, un juste milieu entre ne pas être trop tendu comme ça, parce que ce n'est pas du tout un exercice de concentration, et ne pas non plus être relâché, parce que ce n'est pas non plus un exercice de relaxation. La méditation, ce n'est pas de la relaxation. On va essayer de chercher à être neutre, parce que ne rien faire, c'est difficile à définir, mais une des définitions, c'est peut-être essayer de juste être, c'est-à-dire être neutre, avoir une position neutre, ni trop tendue, ni trop relâchée. Alors, je vais commencer cette méditation, je vais un petit peu vous parler pour vous guider. Si vous en avez envie, vous pouvez fermer un petit peu les yeux, mais vous n'êtes pas du tout obligé. On médite très très bien les yeux ouverts aussi. Et ensemble, on va essayer de ne rien faire. Alors, ne rien faire, pour des enfants, c'est très facile. Pour des adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que si je vous dis là tout de suite, hop, allez hop, on ne fait rien, ne faites rien, vous allez avoir un tas de pensées, de méta-pensées de petites voix dans votre tête qui va dire, hein, c'est-à-dire comment on fait rien, comment je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est ça de faire rien. Voilà. Donc c'est normal, c'est parce qu'on est adulte, on a cette métacognition qui nous parle sans arrêt. Alors, pour réussir à ne rien faire, nous qui sommes adultes, on va utiliser quelques astuces. On va utiliser quelques astuces qui vont nous permettre d'adopter cette position un petit peu particulière vis-à-vis des pensées. Cette position qu'on va essayer d'adopter, c'est qu'on va laisser nos pensées venir, mais on va essayer de ne pas les toucher. Parce que ce qui se passe habituellement, c'est que quand on a des pensées agréables, on essaie de les retenir, de les suivre, de se laisser aller à la rêverie de la pensée. Et quand au contraire on a des pensées douloureuses ou difficiles ou désagréables, on essaie de les repousser. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça ne marche pas du tout, parce que les pensées, c'est comme un boomerang. Si on essaie de les pousser, elles reviennent encore plus fort. Donc, on va juste essayer de ne pas les toucher. Et pour ça, on va utiliser quelque chose qui, contrairement aux pensées, est très concret. C'est notre respiration. Les pensées, ce sont des formes abstraites. C'est complètement abstrait. La respiration, c'est quelque chose de très concret, qui est ici et maintenant. Et utiliser la respiration, ça va nous aider à rester là, à ne pas partir, à ne pas nous laisser embarquer par le flux des pensées. Alors pour ça, normalement, si vous êtes assis bien droit, sans forcer votre respiration, vous devriez remarquer que, sans rien forcer, sur l'inspiration, votre ventre se gonfle un petit peu, et sur l'expiration, votre ventre se dégonfle. Le ventre se gonfle quand on inspire, et il se dégonfle quand on expire. Ça paraît une évidence, mais la plupart du temps, on ne respire pas par le ventre comme ça. Quand on est occupé, on respire un petit peu plus haut, vers le sternum, et ce n'est pas forcément les mouvements qu'on fait. Et avec votre main, vous allez poser une main juste sous votre nombril, et vous allez simplement essayer de ressentir quand votre ventre se gonfle et quand il se dégonfle. Ne forcez pas la respiration, elle va se mettre en place toute seule. Et remarquez simplement ça avec votre main. Et puis, petit à petit, on va remplacer notre main par notre attention. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous enlevez la main de votre ventre
Et essayez à la place, sans besoin de toucher votre ventre, sans besoin de le regarder, juste d'y poser votre attention et de sentir quand le ventre se gonfle et quand il se dégonfle. Et pendant qu'on fait ça, vous avez certainement plein de pensées qui vous passent par la tête, c'est normal, c'est tout à fait normal. On va simplement les laisser être. Chaque pensée, elle survient, elle demeure un petit moment, et puis elle s'en va de toute façon. Elle laisse la place à une autre pensée qui lui est corrélée, qui survient, qui reste un moment, qui s'en va, et les pensées s'enchaînent comme ça. Et on va simplement essayer de ne pas toucher, de ne pas retenir les pensées qui nous sont agréables, et de ne pas rejeter celles qui sont désagréables. Et pour ça, garder son attention au niveau du bas-ventre, ça nous aide un petit peu, ça nous aide à prendre de la distance avec toutes ces pensées. Et si on a remarqué qu'on a été embarqué par des pensées, c'est pas grave, juste hop, quand on s'en rend compte, on ramène notre attention vers le bas-ventre. Si on a du mal, si on sent qu'on est embarqué très 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 souvent, qu'on a du mal à garder son attention sur le bas-ventre, une astuce, c'est qu'on peut compter les respirations. Après chaque cycle d'inspiration et d'expiration, vous comptez 1, et puis 2, et puis 3. Et quand vous arrivez à 10, revenez à 1. Si vous vous surprenez à compter au-delà de 10, 16, 17, 18, que vous avez oublié de revenir à 1, ah ben, c'est le signal que vous avez été embarqué par les pensées. Et c'est pas grave, on sourit et on ramène son attention sur le ventre. Et si on prend une image, si on imagine un petit peu qu'on a un arbre, notre bas-ventre se situe à peu près dans le tronc, d'accord? Et nos pensées, qui sont dans notre mental, c'est dans le feuillage. Et bien, nos pensées, c'est un peu, on peut imaginer que c'est un peu comme plein de petits oiseaux qui n'arrêtent pas de piailler dans tous les sens. Pia, 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 ça ne s'arrête jamais. Et nous, comme on a notre attention portée sur le tronc, eh ben, on peut les regarder de loin, sans être embarqué au milieu d'eux.
arriver à prendre cette distance vis-à-vis des pensées, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais on le ressent peut-être plus particulièrement dans des moments peut-être parfois difficiles, comme quand on traverse un petit peu des tempêtes un peu émotionnelles. Et là, en plus de l'image de l'arbre, je vous donne une autre image. On peut imaginer qu'on est un peu comme un océan. Et à la surface, l'océan, il peut être complètement dévasté par une tempête, très très agité dans tous les sens. Et pourtant, au fond de l'océan, comme dans le tronc de l'arbre, comme dans votre bas-ventre, là, tout est calme, tout est apaisé. Et là, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on fait rien, en fait, même si vous avez l'impression de faire quelque chose, eh bien, il se passe beaucoup de choses dans votre corps, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a la tension artérielle qui redescend. Il y a les émotions qui se digèrent un petit peu dans cette respiration. Tout s'apaise un petit peu. Et lentement, quand on se sent prêt, on va ramener notre attention de notre bas-ventre vers notre visage. Et pour ça, on peut mettre la main devant le bas-ventre. Et pour y donner un geste, on va remonter lentement la main. Voilà, jusqu'à notre visage. Et on revient. Voilà, on revient, mais sachez que votre ventre, il est disponible à tout moment. C'est pour ça que c'est pratique. Il n'y a pas forcément besoin d'application, de ci, de ça, pour méditer. Il y a juste besoin d'avoir une respiration. Et ça tombe bien parce que c'est quelque chose que vous avez toujours, toujours avec vous, jusqu'au jour où vous n'en aurez plus besoin. Alors, si c'est la première fois que vous méditiez, peut-être ça vous a paru un petit peu étrange, c'est normal. On se dit oui, bon, ensuite, c'est normal aussi. C'est un peu comme la première fois qu'on va à la gym. On ne ressort pas de suite avec des pectoraux ou des fesses bien fermes. Mais il n'empêche que chaque séance de gym compte pour les résultats qu'on verra au bout d'un moment. Alors pour terminer, et avant d'écouter vos questions si vous en avez, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu, si vous le voulez, de comment emmener la méditation en classe. Alors tout d'abord, je vous invite à visiter le forum pédagogique à partir de la rentrée de septembre. Pour nous, ici, ce sera la rentrée en septembre. Je ne sais pas si c'est partout
pareil pour vous tous ici, parce que j'y ferai une présentation plus complète, avec notamment le projet de créer une communauté MLF pour les enseignants intéressés par la pratique de la méditation à l'école. Et cette communauté comprendra une véritable formation à la méditation. Parce que je vous ai parlé de ce paradoxe de la méditation qui fait qu'on y vient toujours au départ avec un objectif en tête et qui se produit ensuite un point de bascule. Eh ben, il en résulte qu'on ne peut transmettre véritablement la méditation que lorsqu'on a acquis ce niveau d'expérience qui fait qu'on n'est plus dans la recherche d'un aspect utilitariste de la méditation. Et c'est quelque chose de primordial. Si vous voulez faire méditer vos élèves, commencez par vous-même. Ça va de soi, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Commencez par vous-même. On n'enseigne pas la méditation grâce à une recette toute faite trouvée sur Internet. Ça serait aussi absurde que d'enseigner à nager à quelqu'un quand on ne sait pas nager soi-même, mais juste en suivant une recette, en vous disant lève le bras, baisse le bras. Vraiment, c'est aussi absurde que ça, quelque part. Donc, introduire la méditation en classe, ça demande de l'expérience, mais aussi ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité d'abord parce que, bon, donc je vous l'ai dit, on ne s'improvise pas enseignant de méditation juste en ayant trouvé la bonne recette, hein, comme je vous l'ai dit, mais humilité aussi parce que il se trouve que vos élèves sont assurément déjà de bien meilleurs méditants que vous, pour diverses raisons liées à la psychologie de l'enfance versus la psychologie de l'adulte. Et je vous invite à nouveau aux conférences qui auront lieu sur le sujet à l'automne si vous voulez en savoir davantage là-dessus. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que si pour nous adultes, c'est compliqué de ne rien faire, et que c'est pour ça qu'on a dû un peu gruger, hein, donner un os à ronger à notre mental en suivant sa respiration, et bien pour les enfants, en revanche, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est pourquoi je peux vous dire par expérience que quand on veut méditer avec des enfants, eh ben, il n'y a pas forcément besoin de passer par des histoires métaphoriques du style j'imagine que je suis une montagne ou j'imagine que je suis un arbre. Ou, comme on voit ça quelquefois. Et parfois, c'est très certainement approprié pour certaines activités. Pour le yoga, par exemple, je sais que pour faire des positions parfois où on va s'étirer, on imagine que là on pousse, je ne sais pas quoi, pour faire les mouvements aux élèves. Dans la méditation, ce n'est pas nécessaire. On peut passer par là, mais c'est aussi très, très intéressant de passer directement par la véritable expérience authentique, de dire aux enfants, on va essayer de ne rien faire. Parce que c'est très riche ce qui peut se passer quand on essaie ça. Moi, personnellement, donc j'ai fait le choix de ne pas passer par des métaphores et d'expliquer simplement aux élèves qu'on allait essayer de ne rien faire. Et il se trouve que ça a marché, ça aurait pu ne pas. Hein, ça a été une expérimentation, je l'ai expérimenté, mais il se trouve que ça a marché et que finalement, ça a été beaucoup plus riche que ce que je pensais. Je peux vous montrer, si vous voulez, un résultat que ça a pu donner, peut-être si je peux... voyons, d'accord. Alors, c'est juste pour vous montrer. Bon, ça, en fait, alors, oui, j'ai partagé mon son, mais en fait, il n'y a pas de son parce que, enfin, si, il y a du son en réalité, mais les élèves sont absolument silencieux. Et c'est quelque chose, quand on avait partagé cette vidéo avec les parents d'élèves, on leur avait précisé non, c'est pas votre ordinateur qui est défaillant, c'est absolument silencieux. Donc, ça, ce sont des élèves de grande section. Et en fait, ce qu'on a fait, donc je vais vous expliquer d'abord ce qu'on a fait. D'abord, on s'est d'abord demandé qu'est-ce que ça voulait dire de ne rien faire avec ses élèves. Et ça a été très très intéressant parce que en fait, on ne peut définir ne rien faire que en ne disant ce que ce n'est pas. Parce qu'au début, des élèves ont essayé, on fait des propositions, ils ont dit peut-être que c'est dormir, ah ben non, c'est pas dormir, non, qu'est-ce que c'est ne rien faire, et on a cherché. Et puis on a trouvé que ça voulait dire essayer de simplement se poser de la façon la plus neutre possible. Et quand on a commencé à faire ça, on s'est demandé, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on entend toujours? Est-ce que si on a les yeux ouverts, est-ce que nos yeux voient toujours? Est-ce que notre corps il continue à bouger tout seul? Est-ce qu'il se passe des choses? Et on s'est questionné là-dessus. Et puis,
On s'est questionné là-dessus parce que la première chose qui surprend les élèves quand on fait cette expérience-là, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils entendent des sons qu'on n'entend pas d'habitude, des sons de l'école, des sons de la classe, des sons du dehors quand la fenêtre est ouverte. Je vérifie que le son, oui, mais le son est bien là, c'est vraiment silencieux. Et donc, la consigne, en fait, c'est devenu ça. Je leur ai donné une consigne, juste pour en faire quelque chose un petit peu ludique. C'était simplement la consigne de ne rien faire, de laisser juste nos oreilles entendre toutes seules. Et à la fin, on faisait un tour de table où chacun, s'il le souhaitait, partageait quelque chose qu'il avait entendu. Et pour arriver là, on est allé progressivement, parce que mes élèves ne sont pas du tout comme ça toute la journée, je vous rassure. Ils sont comme tous les élèves. Parfois, ils sont très, très bruyants. Parfois, il y a des disputes. Parfois, voilà, c'est pas du tout des élèves parfaits. La première fois qu'on a essayé de ne rien faire, comme ça, ensemble, on a fait ça pendant 20 secondes. 20 secondes, c'est accessible à tout le monde. Et puis, donc on l'a fait tous les jours, enfin les jours de français, puisque mes élèves ont un enseignement bilingue, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Et puis chaque semaine, on s'est amusé à rajouter 10 secondes. Donc de 20 secondes, on est passé à 30, à 40, à 50, en une minute. Et en faisant ça, à la fin de l'année, on est arrivé à 6 minutes, ce qui est quand même énorme pour des enfants. Donc là, la méditation venait de s'achever, puisque là, on avait montré aux parents qu'on était parvenus à méditer pendant 3 minutes. C'était un petit peu notre premier exploit. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, la réussite, ça n'a pas été du coup de rendre mes élèves plus calmes, plus attentifs. Et pourtant, je sais que ça a certainement impacté tout ça, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai regardé. Pour moi, la réussite, ça a été de voir que des élèves de 5 ans, à la fin de l'année scolaire, ont médité 5-6 minutes et se sont même amusés à le refaire chez eux. Et les élèves, alors autant nous, on peut être suspecté d'avoir un peu des intentions un petit peu utilitaristes, un enfant de 5 ans, pas du tout. Et pourtant, des parents m'ont envoyé, parce que les parents, ça les amusait, ils m'ont envoyé des vidéos, des photos de leur enfant qui médite dans la voiture, de leur enfant qui médite le soir dans sa chambre. Et je pense que si les enfants se sont mis à faire ça, c'est certainement qu'ils ont acquis un certain stade qui leur fait voir qu'il y a quelque chose d'agréable à méditer, tout simplement. Sans chercher à quoi ça sert, à tout ça. Il y a quelque chose d'agréable. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il nous reste du temps avant les abeilles solitaires à l'école. Si vous avez des questions, je suis à vous. En tout cas, merci Manu. Qu'est-ce que Oui, ça fait alors du il y a bien. quelqu'un qui... Alors, Claude a une observation? D'accord, je regarde dans le chat. Alors j'ai vu une question qui était il y a un petit Alors, moment, il me semble, ne rien faire ou ne penser à rien ou ne rien penser. Alors, comme j'ai expliqué au tout début, non, ce n'est pas du tout s'occuper des pensées, s'occuper de ne rien penser ou de ne penser à rien. Tout ça, on laisse penser. De toute façon, ça se fait tout seul. Même si on essayait de ne penser à rien, les pensées sont toujours là, de toute façon. C'est un échec, de toute façon. Donc, simplement, ne rien faire, encore une fois, la meilleure définition, c'est par la négative. Ça veut dire ne pas essayer de faire ceci ou cela, ne pas bouger, ne pas... voilà, c'est ne pas. Voilà. C'est la meilleure définition que je peux vous donner. C'est un petit peu, au bout d'un moment, même abandonner l'idée d'effort, quoi. Voilà. Simplement s'opposer, être. Manu, C'est si on pardon. veut faire de la méditation, combien de temps il faut faire? Ah. Eh bien, donc si vous avez pensé cette question, bravo, c'est une excellente question et j'y réponds. En fait, si vous voulez vous mettre à la méditation, ce qui est important, c'est pas du tout la durée, mais c'est la fréquence. Donc, si tout le monde n'a pas forcément beaucoup de temps pour méditer chaque jour, en réalité, on se rend compte qu'on se trouve beaucoup d'excuses aussi. Mais bon, dans un premier temps, en tout cas, ça peut paraître un petit peu laborieux d'essayer de se dégager 10 minutes ou même 5 chaque jour pour méditer. Par contre, 1 minute, c'est peut-être faisable.
eh ben, 1 minute chaque jour, eh ben, c'est pas rien. C'est très bien. Si ensuite vous pouvez y ajouter 2 minutes, 3 minutes, ben, c'est encore mieux. Mais 1 minute, c'est très bien. C'est mieux que d'aller essayer de méditer une demi-heure une fois par mois. Vraiment. Vas-y, Claude, on te laisse reposer ta question. Alors, je disais que j'avais déjà fait des séances de méditation. Pour les premières fois, ça s'était bien passé. Alors, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai plus refait. Et là, je me suis prêtée au jeu. Alors, euh, pour parvenir à me concentrer, à ne rien faire, ne pas toucher à mes pensées et tout ce qu'il y a autour, j'ai commencé à ressentir des douleurs sur la zone cervicale. Donc, je sentais une montée de douleur cervicale et c'était tellement douloureux que j'ai arrêté de ne penser à rien et la tension est tout de suite descendue. Donc là, maintenant, je n'ai plus rien, je ne ressens plus rien, j'ai plus mal parce que je recommence à réfléchir et à m'occuper de tout ce qui est autour. Mais lorsque je ne fais rien, lorsque je concentre mon cerveau sur ne rien faire, j'ai mal. Est-ce que c'est normal? Alors, peut-être que c'est parce que vous essayez de vous concentrer. Peut-être que c'est ça. Mais peut-être si pour vous, c'est plus facile de juste de regarder une pensée, eh ben, faites-en une méditation. C'est pas grave. Prenez une pensée et regardez-la. Et si c'est plus facile pour vous comme ça, et si de cette façon-là, ça vous fait pas mal, eh ben, faites ça. C'est très bien. Pour des gens qui arrivent vraiment pas à prendre de la distance avec leurs pensées, eh ben, il m'est arrivé de leur dire, ben, écoutez, si vous n'y arrivez vraiment pas, c'est quoi vos pensées? C'est ça, ben, regardez-les. Regardez-les. Et juste de les regarder, eh ben, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une distance pendant qu'on regarde aussi, en fait. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez très bien faire ça. OK, Claude? Comment on regarde une pensée là? C'est compliqué. Est-ce que là, vous vous sentez bien? Oui, détendu, bien. OK. Ah ben, continuez juste à faire ça, alors. D'accord. En fait, il faut avoir beaucoup d'auto-indulgence dans la méditation. Il y a beaucoup de gens qui commencent la méditation et ils abandonnent parce qu'ils pensent que c'est vraiment trop dur, c'est pas pour moi. Ou ils pensent qu'il y a peut-être 1% de la population qui ne peut pas méditer, manque de bol, c'est tombé sur moi. Mais non, pas du tout. On est tous dans le même bateau. Voilà, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, en fait. D'accord, je vais m'y mettre. Ok. Alors, vas-y, je te laisse répondre du coup si tu te souviens de la réponse. Oui, je me souviens d'avoir vu une question qui demandait est-ce qu'on demande après aux élèves ce qu'ils ont médité? Oui, exactement. Alors, ce qu'ils ont médité, peut-être que la personne entend par là ce à quoi ils ont pensé, peut-être, j'imagine. Alors, en fait, moi, je leur demandais ce qu'ils avaient entendu. Et ça arrive très souvent, enfin, avec des jeunes enfants, avec les ados, beaucoup moins, mais avec les très petits, ça arrive parfois qu'ils disent moi, j'ai entendu un dinosaure ou j'ai entendu une baleine faire. Et en fait, les petits enfants, enfin, en tout cas jusqu'à un certain âge, ont parfois du mal à faire la différence entre leur imagination et leur véritable sens dans ces moments-là. Et donc, il ne faut absolument pas leur dire à ce moment-là, non, non, mais ça, c'est ton imagination, qu'est-ce que tu as entendu? Donc, moi, je leur disais, quand ça arrivait, je leur disais, ah, c'est intéressant, un dinosaure. Alors, tu vois, il n'y a pas de dinosaure ici, donc je pense que tu as entendu ton imagination. Et, euh, et donc, en fait, c'est simplement comme la méditation, c'est d'être conscient de ce qui se passe autour, c'est être conscient des sons, être conscient aussi de ce qui se passe dans votre tête, les pensées, même si vous avez pris de la distance vis-à-vis d'elles, vous avez peut-être vu de quoi il s'agissait, hein, ce qu'elle transportait. Et donc oui, bien sûr, on peut en parler de ça. Ah ouais. Et je pense qu'il y avait une autre question. Quelqu'un demandait comment on peut méditer avec un grand groupe. Oui, c'est ça, exactement. Et voilà. Oui, voilà. Alors, je pense que je pense que c'est plus facile effectivement de commencer. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un grand groupe, mais bon, cette année, moi, j'avais une classe de 20 élèves, ce qui n'est pas trop, hein. Mais 20 élèves de 5 ans.
Je pense que c'est un bon nombre pour commencer. Ça me paraît difficile de commencer à essayer de faire une méditation avec 50 personnes d'un coup, simplement parce que il y a des choses qui peuvent mettre du temps à se mettre en place. Et il peut y avoir des enfants qui se rendent pas compte ou bien qui s'en rendent compte, hein, qui font du bruit pendant la méditation, qui baillent très fort, qui disent ah c'est long, ça arrive, voilà, ça arrive. Et ben dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je laisse passer et puis ça passe. Avec les adolescents, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. C'est des rires pour essayer de relâcher une espèce de nervosité parce que c'est bizarre là tout d'un coup tout ce silence. Donc pour toutes ces choses-là, elles sont maîtrisables. Il y a pas de problème. Petit à petit, ça se met en place. Mais évidemment, du coup, c'est plus facile de commencer peut-être avec simplement une classe. Voilà. Très bien. Et puis, on avait une dernière question qui était de Jean-Bertoni Blantris qui disait est-ce qu'il y a des séquences, des séances déjà qui sont partageables ou prêtes ou pour travailler avec les élèves ou qu'on peut trouver Alors, tu parlais effectivement de l'année prochaine, tu vas faire des séances. Oui. Est-ce que tu as, pour terminer en quelques secondes Alors c'est peut-être pas la réponse attendue, mais quand j'entends est-ce qu'il y a des séquences un petit peu prêtes, de suite, il y a mon alerte recette un petit peu qui sonne. Il faut surtout pas que ce soit aborder ça comme une recette. Déjà, on ne fait pas méditer les enfants, on médite avec les enfants. C'est différent. Donc nous, on n'est pas en train de tenir la recette et de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment se laisser aller, accepter l'expérience d'aller le faire avec eux. Voilà. Et à partir de là, vous, si vous trouvez une recette qui marche sur vous, appliquez cette recette avec les enfants. Mais si ce que je vous ai montré aujourd'hui vous suffit, ça veut dire que vous êtes capable de le faire avec des enfants de cette façon-là aussi et que ça suffira également. Mais encore une fois, effectivement, c'est une question un peu complexe sur par où commencer, tout ça. Et c'est pour ça que vraiment, je vous invite à revenir vers le forum à partir de septembre parce que là, on pourra en parler plus longuement. Merci Manu, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Plaisir. Merci beaucoup, désolé pour cette petite interruption technique. Pas de souci. Qui a coupé le reste. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Moi, j'ai découvert la méditation aujourd'hui, pour la première fois.